Chaque année, c'est le même scénario. Vous avez bichonné votre énorme, magnifique citrouille orange avec amour. Et puis, trahison suprême, dès décembre, elle se transforme en une masse molle, visqueuse et nauséabonde. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Jeter le fruit de votre travail, c'est terriblement frustrant. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de conserver votre récolte non seulement jusqu'au printemps, mais même jusqu'à l'été? Aujourd'hui, nous allons régler ce problème une bonne fois pour toutes. Je vais vous dévoiler une méthode ancienne, presque oubliée, que j'appelle la citrouille acidulée. Grâce à elle, votre récolte ne fera pas que se conserver, elle deviendra même plus savoureuse et meilleure pour la santé. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'aurez besoin ni de cellier, ni de cave. Vous croyez que c'est de la magie ou des histoires? Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Préparez-vous à être vraiment surpris et bien sûr à noter la recette. Avant de passer à la recette elle-même, prenons une minute pour comprendre. Pourquoi la citrouille pourrit-elle au juste? Connaître l'ennemi est la première étape vers la victoire. Les causes principales sont multiples. Premièrement, les dommages mécaniques. La moindre égratignure sur la peau est une porte ouverte pour des millions de bactéries et de champignons. Deuxièmement, de mauvaises conditions de stockage. Un taux d'humidité et une chaleur trop élevée dans un appartement créent la serre idéale pour le développement de la pourriture. Troisièmement, une mauvaise récolte. Une citrouille cueillie trop tôt qui n'a pas mûri, ou un fruit dont le pédoncule a été arraché au lieu d'être coupé est voué à pourrir rapidement. La plupart des gens essaient de stocker leur citrouille telle qu'elle, en la posant sous le lit ou sur une armoire. Mais dans le contexte d'un appartement citadin, c'est une loterie avec très peu de chances de gagner. Notre méthode de la citrouille acidulée, elle, prend un chemin radicalement différent. Nous n'essayons pas de ralentir la détérioration, nous l'empêchons grâce à une conservation naturelle, la fermentation lactique. Exactement comme nos ancêtres faisaient fermenter la choucroute ou les cornichons. Nous allons créer des conditions où les bactéries de putréfaction ne peuvent tout simplement pas survivre. À leur place, des micro-organismes bénéfiques prendront le relais, qui non seulement conserveront le produit, mais l'enrichiront également. Bien, commençons par la question la plus fondamentale, celle dont dépend 90% de la réussite de toute notre entreprise. Quel type de courge nous faut-il pour notre méthode de courge aigre? Vous pourriez croire que n'importe quelle citrouille du jardin fera l'affaire, mais c'est une erreur monumentale. Premièrement, la variété. Les variétés tardives, dotées d'une pulpe dense et peu aqueuse, sont les meilleures. Des courges comme la musquée, la butternut ou la vitaminaya sont parfaites. Elles contiennent plus de sucre, qui serviront de nourriture aux précieuses bactéries lactiques, et moins d'eau, ce qui empêchera notre préparation de se transformer en purée informe. Deuxièmement, le degré de maturité. La courge doit être pleinement mûre, mais surtout pas trop mûre. Comment le savoir? Regardez le pédoncule. Il doit être sec et dur comme du liège. La couleur du fruit doit être uniforme et riche, sans aucune tache verte. Si vous la tapotez, le son doit être sourd, comme si vous frappiez du bois. Et enfin, le point le plus crucial, l'absence totale de dommages. Inspectez attentivement chaque centimètre de votre magnifique courge. La moindre égratignure, meurtrissure ou tache sombre est une porte ouverte aux bactéries de pourriture qui réduiront tous nos efforts à néant. C'est pourquoi, pour notre courge aigre, nous ne sélectionnons que des fruits intacts, sains et parfaitement mûrs. C'est notre candidat numéro 1 pour une longue et délicieuse vie en bocal. Ça y est, nous avons sélectionné la courge idéale. Que faisons-nous ensuite? La phase suivante, c'est la préparation, et c'est la première clé de la réussite. Vient alors la grande question qui turlupine de nombreuses personnes. Faut-il la laver ou pas? La réponse est claire. Il faut la laver, et très méticuleusement. En effet, à sa surface, surtout si elle a été en contact avec le sol,
on trouve une quantité impressionnante de micro-organismes, de terre et de poussière. Parmi ceux-ci, il y a à la fois nos futurs alliés, les bactéries lactiques, et nos ennemis jurés, la moisissure et les microbes de la putréfaction. Notre mission est de déloger cette saleté, mais attention à ne pas en faire trop. Inutile d'utiliser des produits nettoyants ou de les bouillanter. Cela tuerait toute la microflore, y compris la bonne. Il suffit de prendre une éponge ou une brosse propre et de bien frotter toute la surface sous un filet d'eau fraîche. Insistez particulièrement sur la zone autour du pédoncule, car c'est là que la saleté s'accumule souvent. Après le lavage, vous devez essuyer la courge à l'aide d'un torchon propre jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche. Rappelez-vous, à ce stade, nous n'avons besoin d'aucune humidité résiduelle. Une surface propre et sèche, c'est la garantie qu'aucun hôte indésirable ne viendra perturber notre préparation et que le processus de fermentation se déroulera selon un scénario sain et maîtrisé. Ne négligez surtout pas cette étape, simple en apparence, mais absolument cruciale. Abordons maintenant un détail minuscule mais crucial. Le pédoncule, ou comme on l'appelle communément, la queue. C'est là que beaucoup commettent une erreur fatale. Souvent, au moment de cueillir la courge, les gens cassent ou arrachent simplement cette queue à la main. Il est absolument interdit de faire ça. Pourquoi ? Imaginez que le pédoncule est le bouchon d'une bouteille. Tant qu'il est là, sec et intact, la bouteille est hermétique. Dès que vous l'enlevez, l'air et tout ce qu'il contient s'engouffrent à l'intérieur. C'est exactement la même chose pour votre courge. Le point de fixation du pédoncule est le point le plus vulnérable. Si vous l'endommagez, cela crée une blessure qui ne guérira jamais et qui devient la porte d'entrée principale pour les infections. La pourriture commence presque toujours par là. Si. Retenez donc cette règle. Le pédoncule ne doit pas être arraché, mais coupé net avec un couteau bien aiguisé ou un sécateur, en laissant une queue d'au moins 5 à 7 cm de long. La coupe doit être nette et propre. Avec le temps, elle va sécher et former une barrière protectrice fiable. Bien sûr, lorsque nous préparerons la courge pour la découper, nous enlèverons ce pédoncule, mais nous le ferons correctement, en le coupant avec un peu de chair autour, afin de garantir l'élimination de tous les éventuels points faibles. Passons maintenant à l'étape suivante, la préparation de nos ustensiles. Vous allez peut-être me trouver trop méticuleux, mais croyez-moi, en matière de conservation, la propreté n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est la condition sine qua non de la réussite. Vos couteaux, votre planche à découper, vos saladiers, tout doit être d'une propreté irréprochable. Même s'ils ont l'air propres, la surface de vos ustensiles de cuisine peut abriter des colonies de micro-organismes qui n'attendent que leur heure pour gâcher toute votre préparation. C'est pourquoi, avant de commencer, il est indispensable de tout nettoyer méticuleusement à l'eau chaude avec du bicarbonate de soude ou du savon, puis de bien tout ébouillanter. Cela est particulièrement vrai pour la planche à découper. L'idéal est d'utiliser une planche séparée, réservée uniquement aux légumes, et non celle que vous utilisez pour la viande ou le poisson cru. L'option parfaite est une planche en verre ou en plastique, car le bois est poreux et a tendance à accumuler les bactéries. Les couteaux, eux, doivent être parfaitement aiguisés. Un couteau émoussé ne coupe pas. Il écrase et meurtrit les fibres de la courge, ce qui provoque une libération excessive de jus et altère la structure de la chair. Attention, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la simple microbiologie. Nous cherchons à établir dans nos bocaux une monoculture de bactéries utiles. Toute microflore étrangère pourrait perturber cet équilibre fragile et dévier le processus de fermentation dans la mauvaise direction. Bien. Notre courge est propre, nos outils sont prêts. On peut passer à la découpe. Pour beaucoup, et notamment pour les personnes moins robustes, couper une grande courge dure est un véritable défi. C'est souvent source de stress, voire même de risque de blessure. Heureusement, il existe une méthode sûre et efficace.
Premièrement, assurez-vous que la planche à découper est parfaitement stable et ne glisse pas sur le plan de travail. Pour cela, placez une serviette humide en dessous. Deuxièmement, il nous faut un grand couteau, très aiguisé, ce qu'on appelle un couteau de chef. N'essayez pas de fendre la courge en deux d'un seul coup, comme vous le feriez avec une pastèque. Commencez par couper délicatement le haut et le bas de la courge, afin d'obtenir deux surfaces planes et stables. Posez la courge à la verticale sur une de ces surfaces. Maintenant, en tenant le couteau à deux mains, commencez à la trancher doucement, de haut en bas, sans mouvement brusque. Le poids du couteau et la gravité feront une grande partie du travail pour vous. Une fois que la courge est coupée en deux, le reste du travail est bien plus simple. Chaque moitié peut être coupée sans difficulté en morceaux plus petits, bien plus faciles à manipuler. Surtout, ne vous précipitez pas et n'appliquez pas de force excessive. Des mouvements fluides et précis et un couteau bien aiguisé. Voilà le secret d'une découpe sûre et nette. Nous avons coupé la courge en quartiers faciles à manipuler. On découvre maintenant l'intérieur avec ses graines et ses filaments. C'est une étape que beaucoup bâclent, et c'est dommage. Notre objectif est de retirer absolument toute la partie fibreuse et toutes les graines. Pourquoi cette rigueur? Premièrement, ces filaments ont une structure différente, plus lâche et gorgée d'eau. Durant la fermentation, ils risquent de se désagréger et de gâcher la texture de votre préparation. Deuxièmement, c'est souvent dans cette cavité que se concentrent les micro-organismes, ce qui peut entraîner une fermentation indésirable ou l'apparition de moisissures. L'outil le plus pratique pour cette opération est une simple cuillère à soupe. Son bord est juste assez tranchant pour racler efficacement les fibres sans abîmer la chair ferme. Potit. Travaillez d'un bout à l'autre du quartier, en grattant minutieusement tout ce qui est superflu jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse et propre. Les graines, d'ailleurs, ne sont pas à jeter. Vous pouvez les rincer, les sécher et les faire griller. C'est une collation délicieuse et nutritive. Mais dans notre préparation, elles n'ont pas leur place. Prenez 5 minutes de plus pour cette étape, mais faites le travail correctement. Une chair parfaitement nette, c'est une garantie supplémentaire d'un résultat final impeccable. Maintenant que nos morceaux de courge sont bien préparés et nettoyés, il est temps de passer à l'étape de la découpe. Et ici, la taille et la forme ont vraiment toute leur importance. Quel type de coupe sera le plus adapté à notre méthode de fermentation de courge? Des morceaux trop petits, par exemple râpés, risquent de perdre rapidement leur forme pendant la fermentation et de se transformer en purée. Quant aux morceaux trop gros, ils mettront beaucoup trop de temps à s'imprégner de sel et à fermenter, ce qui pourrait rendre le processus inégal. L'idéal, ce sont des cubes d'environ 2 par 2 cm, ou alors des bâtonnets d'une épaisseur d'1,5 cm à 2 cm. Cette taille permet au sel et à la saumure de pénétrer uniformément dans la chair. De plus, la courge conservera ainsi son croquant et sa texture agréable, même après un long stockage. Lors de la découpe, veillez à ce que tous les morceaux soient à peu près de la même taille. Cela garantira l'uniformité du processus de lactofermentation. Si certains morceaux sont grands et d'autres petits, au moment où les plus gros seront bien salés, les plus petits risquent d'être déjà trop acides. Alors, armez-vous d'une règle, je plaisante bien sûr, mais visez l'uniformité. Une découpe soignée et homogène, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi un aspect technique essentiel. Nous voici arrivés au cœur de notre processus, à l'ingrédient principal, celui qui va opérer la magie. Il s'agit, bien sûr, du sel. Attention, ne vous précipitez pas sur le premier paquet venu. Pour la fermentation et la salaison, n'importe quel sel ne fera pas l'affaire. Nous avons besoin de gros sel, de préférence du sel gemme, sel de roche, non iodé et surtout sans aucun additif, comme les anti-agglomérants. Pourquoi ces exigences? Le sel fin type
extra se dissout trop rapidement et risque de dessécher agressivement la surface des légumes sans avoir le temps d'en extraire le jus correctement. Le sel iodé, quant à lui, peut donner un arrière-goût désagréable à vos préparations et ramollir les légumes. Enfin, les additifs peuvent perturber de manière imprévisible le processus de fermentation. Le choix idéal, c'est tout simplement le gros sel de roche, le plus simple et le moins cher. Parlons maintenant des proportions, c'est un point absolument crucial. La proportion classique pour la fermentation est de 20 g de sel pour 1 kg de produit de base, ici la courge. Cela correspond environ à 1 cuillère à soupe bien rase. Si vous mettez moins de sel, vous risquez de favoriser la prolifération de bactéries putréfiantes. Si vous en mettez trop, vous tuerez les précieuses bactéries lactiques et obtiendrez un simple produit salé au lieu d'une véritable fermentation. Il est donc impératif de peser précisément votre courge coupée et de mesurer la quantité exacte de sel. Ici, la précision est la clé du succès. Rien que la courge et le sel, c'est déjà une base autosuffisante pour la lactofermentation. Mais nous ne cherchons pas seulement à conserver un aliment, nous visons un vrai délice. C'est pourquoi nous arrivons à l'étape la plus créative, l'ajout des aromates et des épices. C'est un vaste champ d'expérimentation, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Nos meilleurs alliés sont l'ail, les ombelles d'aneth, les graines de cumin ou de coriandre, le poivre noir en grains et le laurier. Non seulement ces épices enrichissent la saveur et l'arôme, mais elles contiennent aussi des antiseptiques naturels. Ces derniers aident à la conservation et empêchent le développement des micro-organismes indésirables. Vous pouvez couper l'ail en fines lamelles. Quelques gousses suffiront pour un bocal de 3 litres. L'ajout de quelques petites feuilles de réfort ou de cerisier donnera à la courge un agréable croquant. En revanche, il est préférable d'éviter les herbes fraîches, comme le persil ou la coriandre, car elles peuvent perturber le processus de fermentation. Faites également attention aux épices en poudre, qui risquent d'ailleurs de troubler la saumure. Commencez par la base classique, ail, aneth, poivre. Ensuite, une fois que vous aurez acquis de l'expérience, vous pourrez créer vos propres mélanges aromatiques uniques, en ajoutant par exemple du clou de girofle, du gingembre ou même un petit piment fort. Ça y est, tous les ingrédients sont prêts. Nous passons maintenant à l'étape cruciale, la mise en bocal. Ici, la vitesse n'est pas le facteur clé. Ce qui compte, c'est la minutie et la bonne méthode. Nous allons procéder au remplissage par couches successives. Au fond du bocal, qui doit être propre et sec, déposez d'abord une partie de nos épices, quelques gousses d'ail, une feuille de laurier et quelques grains de poivre. Ensuite, ajoutez une couche de courge coupée, d'une épaisseur d'environ 3 à 4 cm. Tassez légèrement cette couche, soit avec la main, soit avec un pilon, mais sans excès. Notre but est de compacter le tout, non de le réduire en purée. Il faut maintenant saupoudrer uniformément cette couche de courge avec une partie du sel mesuré. Déposez à nouveau un peu d'épices, puis une autre couche de courge que vous tassez légèrement et que vous salez. Répétez cette opération, couche après couche, jusqu'à ce que le bocal soit rempli. Attention, il est crucial de ne pas remplir le bocal à ras-bord. Laissez un espace vide de 5 à 6 cm en haut. Cet espace est nécessaire pour accueillir le jus qui va se former et pour pouvoir installer le poids de fermentation. Cette méthode de mise en couche garantit une répartition homogène du sel et des épices sur l'ensemble du volume, assurant ainsi un salage et une fermentation uniforme. La question cruciale, c'est: dans quel récipient allons-nous faire fermenter notre courge? Le choix du contenant peut changer radicalement le résultat final. Faisons le tour des options les plus courantes. La marmite émaillée. En théorie, ça peut marcher, mais attention, il ne doit y avoir ni la moindre fissure, ni le moindre éclat sur l'émail. Si le métal entre en contact avec la saumure acide, une réaction chimique se produira.
ce qui gâcherait le goût et rendrait le produit dangereux pour la consommation. Les seaux en plastique. C'est pratique, mais vous devez être absolument certain qu'il s'agit bien de plastique alimentaire, un matériau qui ne relâche pas de substances nocives au contact du sel et de l'acidité. Le plastique bas de gamme, lui, peut être dangereux. Les tonnelets en bois, c'est la méthode traditionnelle, la grande classique. Mais en appartement, c'est plutôt exotique et cela demande un entretien compliqué. C'est pourquoi mon choix, celui que j'estime être le plus sûr et le plus optimal, se porte sur de simples bocaux en verre. Le verre est chimiquement inerte. Il ne réagit pas avec les aliments et n'absorbe pas les odeurs. Grâce aux parois transparentes, il est très facile de surveiller le processus de fermentation. De plus, il est facile à nettoyer et à stériliser. Leur seul défaut, c'est leur fragilité. Mais si vous y faites attention, le bocal en verre reste le récipient idéal pour préparer notre courge fermentée. On a mis la courge dans le bocal, et maintenant il faut choisir comment nous allons la préparer. Il existe deux méthodes principales, le salage à sec ou l'utilisation d'une saumure. Le salage à sec, c'est ce que nous venons de faire. Alterner les couches de courge avec du sel sec. Il faut maintenant laisser le bocal au chaud. Sous l'action du sel et d'une presse, la courge va elle-même rendre son jus qui finira par la recouvrir. Cette méthode est excellente pour les légumes naturellement juteux. Mais le potiron, surtout les variétés d'hiver, n'est pas toujours assez riche en eau. C'est pourquoi je préfère de loin utiliser la saumure. C'est la garantie absolue que toute la courge sera submergée par le liquide. Préparer la saumure est très simple. Prenez de l'eau propre et non chlorée. L'idéal est d'utiliser de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Dissolvez-y du sel dans la même proportion que pour le salage à sec, soit 20 à 25 grammes de sel par litre d'eau. Et là, attention, c'est un point crucial. La saumure doit-elle être froide ou chaude? Pour la fermentation, on utilise toujours uniquement de la saumure froide. L'eau chaude tuerait toutes les bactéries lactiques vivantes qui sont à la surface de la courge. Au lieu d'obtenir un produit fermenté, on obtiendrait alors une simple marinade. C'est une toute autre technique et surtout un goût complètement différent. Il suffit donc de dissoudre le sel dans de l'eau à température ambiante, puis de verser cette saumure sur le potiron disposé dans le bocal, de façon à ce que tous les morceaux soient complètement recouverts. Nous avons bien arrosé la courge avec la saumure, mais notre travail n'est pas terminé. Il faut maintenant ajouter l'élément indispensable à tout processus de lactofermentation, le pois ou la presse. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce essentiel? Le pois est n'importe quelle charge que nous plaçons sur les légumes pour les empêcher de flotter et garantir qu'ils restent bien immergés dans la saumure. C'est d'une importance capitale. Le moindre morceau de courge exposé à l'air va inévitablement moisir et toute notre préparation pourrait être gâchée. Comment fabriquer un pois pour un bocal en verre à la maison? C'est très simple. Tout d'abord, recouvrez la courge avec une feuille de chou propre, une feuille de réfort ou simplement une étamine, de la gaze, pliée en plusieurs couches. Cette barrière empêchera les petits morceaux de remonter à la surface. Ensuite, vous pouvez placer par-dessus une petite soucoupe ou un cercle en plastique spécial qui rentre dans l'ouverture du bocal. Et c'est sur ce support que nous allons poser le pois principal. Le pois idéal pour un bocal est une petite bouteille ou un petit pot en verre rempli d'eau et hermétiquement fermé. C'est propre, suffisamment lourd, et ça se glisse facilement dans l'ouverture du grand bocal. N'utilisez surtout pas d'objets métalliques ou de pierres dont vous ignorez la provenance comme presse. Simplicité, propreté et efficacité, telle est notre devise. Le bocal est fermé, le pois, ou la cale, est installé, Euclide. C'est le début du processus le plus mystérieux, la fermentation. Et pour cette première étape, nous devons réunir les conditions idéales, c'est-à-dire de la chaleur et de l'obscurité.
Il faut placer le bocal dans un endroit où la température ambiante est stable, idéalement entre 20 et 24 degrés. À cette température, les ferments lactiques se sentent parfaitement à l'aise et commencent à se multiplier activement. Ils consomment les sucres de la courge et dégagent de l'acide lactique. C'est cet acide qui est le principal agent conservateur. Si la température est plus basse, la fermentation sera très lente ou ne démarrera pas du tout. Si elle est plus élevée, des micro-organismes indésirables pourraient s'activer, comme les bactéries butyriques, ce qui donnerait à votre préparation un désagréable goût rance. Le second facteur important est l'obscurité. La lumière directe du soleil est fatale à beaucoup de micro-organismes utiles et de vitamines. Le meilleur endroit pour votre bocal est donc un placard de cuisine, ou alors vous pouvez simplement le recouvrir d'une serviette sombre. À ce stade, il n'est pas nécessaire de fermer hermétiquement le bocal. Il suffit de le couvrir avec de la gaze ou une étamine pour permettre au dioxyde de carbone dégagé pendant la fermentation de s'échapper. Les premiers jours, ce sera passionnant d'observer les changements dans votre bocal. Comment savoir si la lactofermentation se déroule bien? Il y a plusieurs indicateurs fiables. Dès le 2e ou le 3e jour, vous devriez remarquer que la saumure, ou le liquide, dans le bocal, commence à se troubler. C'est tout à fait normal. C'est même le signe d'une multiplication active des colonies de bactéries lactiques. Ensuite, vous verrez de petites bulles de gaz carbonique commencer à remonter du fond du bocal ou à se détacher des morceaux de courge. Parfois, la fermentation est tellement intense qu'une légère mousse se forme en surface. C'est également un très bon signe. Et bien sûr, vous reconnaîtrez l'odeur caractéristique de la fermentation. Agréable, légèrement piquante, acidulée. Tous ces indicateurs confirment que vous avez suivi les étapes correctement et que la fermentation en cours est saine et réussie. Ce que vous ne devriez absolument jamais sentir, c'est une odeur désagréable de putréfaction ou d'œuf pourri. De même, l'apparition d'une moisissure abondante de couleurs variées et duveteuses est un signal d'alarme. Si vous constatez uniquement ces signes dits corrects, alors vous pouvez être rassuré. La phase de fermentation active dure généralement entre 3 et 7 jours, selon la température de votre pièce. Abordons maintenant le pire ennemi de vos conserves, la moisissure. Même si vous suivez scrupuleusement toutes les étapes de stérilisation et de préparation, il peut arriver qu'une légère pellicule blanche apparaisse à la surface de la saumure. Il est crucial de noter qu'il ne s'agit pas toujours de la terrible moisissure noire ou verte. Souvent, c'est simplement une levure de surface ou moisissure filamenteuse qui est moins dangereuse. Quoi qu'il en soit, elle doit être retirée. Comment procéder? À l'aide d'une cuillère propre, retirez délicatement toute cette couche superficielle. Ensuite, nettoyez les bords intérieurs du bocal avec un chiffon propre imbibé de vinaigre ou d'alcool. Une fois cela fait, vous pourrez ajouter un peu de saumure fraîche. Cependant, le meilleur moyen de combattre la moisissure, c'est la prévention. Quelles sont les étapes clés? Premièrement, une hygiène irréprochable à toutes les étapes de la préparation. Deuxièmement, un niveau de sel suffisant. Troisièmement, et c'est le point essentiel, assurez-vous que toute votre citrouille soit toujours complètement immergée dans la saumure. Le poids, ou lestage, est votre meilleur allié contre la moisissure. Si vous vérifiez régulièrement votre bocal, idéalement une fois par jour, et retirez la moindre trace de film dès son apparition, vous sauverez votre conserve sans problème. L'important est de ne jamais laisser la situation s'aggraver. Voilà, quelques jours se sont écoulés. La fermentation active, avec ses bulles et sa mousse, est terminée. La saumure commence à s'éclaircir et vous voyez un dépôt de bactéries mortes se former au fond. La couleur de la courge est passée d'un orange vif à une teinte plus atténuée, et au goût, elle est devenue agréablement acidulée. C'est le signal que la première étape de fermentation est achevée. Il est temps de passer à la seconde, la conservation au froid.
Notre objectif est maintenant de ralentir, voire d'arrêter le processus de fermentation pour éviter que la courge ne devienne trop acide et pour assurer une longue conservation. Pour cela, nous retirons le poids, le gnette ou la presse, fermons le bocal avec un couvercle hermétique, un couvercle classique en plastique ou à vis fera l'affaire, et le plaçons dans un endroit frais. La température de stockage idéale se situe entre 0 et 5 degrés Celsius. Cela peut être votre réfrigérateur, un balcon ou une véranda non chauffée, ou encore votre cave si vous en possédez une. Dans ces conditions, notre courge fermentée pourra se conserver pendant plusieurs mois jusqu'au printemps, et son goût ne fera que s'améliorer avec le temps. Le froid stoppe l'activité des bactéries, mais les processus de maturation du goût, eux, se poursuivent, rendant l'arôme plus harmonieux et plus riche. La question qui revient le plus souvent est « Combien de temps peut-on réellement conserver cette courge ?» Si vous respectez toutes les conditions, notamment un stockage au froid adéquat, cette courge fermentée tiendra facilement au réfrigérateur ou sur un balcon frais pendant 5 à 6 mois. Autrement dit, si vous faites vos réserves en octobre, vous pourrez encore en profiter jusqu'en mars ou avril. Il est cependant crucial de noter que le goût du produit évoluera avec le temps. Juste après la fin de la fermentation active, la courge aura une saveur aigre plus prononcée, plus vive. Après 1 mois ou 2 de stockage au froid, le goût se stabilise. Il devient plus doux et beaucoup plus harmonieux. C'est d'ailleurs cette période qui est considérée comme l'apogée de son goût. Vers la fin de la durée de conservation, elle peut devenir encore plus acide, mais cela ne signifie absolument pas qu'elle est avariée. Le principal indicateur de qualité reste l'apparence, l'odeur et le goût. Si la saumure est transparente, que la courge est ferme, que l'odeur est agréable, typique des produits lactofermentés, et que le goût est exempt d'amertume ou de notes étrangères, alors votre produit est en parfait état. Personnellement, j'ai fini mes bocaux de l'année dernière même en mai, et ils étaient toujours aussi excellents. N'ayez donc aucune crainte, la durée de conservation de ce produit est vraiment impressionnante. Parfait. Nous avons préparé et conservé notre courge. Mais que faire avec maintenant ? Comment l'utiliser au quotidien ? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple conserve. C'est un produit à part entière, prêt à être dégusté et qui peut vraiment embellir votre table. Premièrement, c'est une excellente entrée ou mise en bouche, prise seule. Cette courge croquante, acidulée et épicée se marie parfaitement avec les plats de viande, surtout les viandes grasses, car son acidité facilite grandement la digestion. Deuxièmement, vous pouvez l'intégrer comme ingrédient dans différentes salades. Imaginez un peu, préparez une salade vinaigrette, la célèbre salade russe aux légumes, en remplaçant les cornichons par notre courge fermentée. Le résultat sera absolument délicieux et très original. Troisièmement, c'est un excellent composant pour les farces. Coupée finement, cette courge fermentée s'ajoute aux garnitures pour les tartes salées, les chaussons ou même les ravioles. Vous pouvez également la faire revenir légèrement avec des oignons pour en faire un accompagnement très original. Et d'ailleurs, ne jetez surtout pas la saumure. C'est une boisson probiotique très bénéfique que vous pouvez utiliser comme base pour des soupes, par exemple pour un rassolnik, ou simplement boire en petite quantité pour améliorer votre transit intestinal. Alors, expérimentez et vous découvrirez une foule de nouvelles combinaisons de saveurs. Pour terminer, récapitulons et passons en revue les erreurs les plus courantes des débutants, celles qui risquent de ruiner tous vos efforts. Première erreur, utilisez la mauvaise courge. Retenez bien ceci. Choisissez uniquement des fruits mûrs, sains et de variété ferme. Deuxième erreur, des outils et des ustensiles malpropres. La moindre bactérie indésirable peut compromettre le processus. La stérilité était notre règle d'or. Troisième erreur, le mauvais type de sel. Utilisez uniquement du gros sel gemme, sans iode ni additif. Quatrième erreur, négligez l'utilisation du poids. Si un seul morceau flotte à la surface,
attendez-vous à voir apparaître de la moisissure. Toute la courge doit être complètement immergée dans la saumure. Et cinquième erreur, une gestion des températures incorrectes. D'abord, la température ambiante est nécessaire pour le démarrage de la fermentation, puis le froid pour la conservation. Ne mettez jamais le bocal directement au réfrigérateur. Le processus de fermentation ne démarrerait tout simplement pas. Mémorisez ces 5 règles fondamentales et votre courge fermentée sera toujours parfaite. Vérifiez une dernière fois cette liste et je suis certain que vous réussirez du premier coup. C'est vraiment facile, il suffit d'un peu d'attention et de rigueur. Voilà mes amis, nous avons parcouru ensemble tout ce chemin passionnant. Du choix de la courge parfaite et bien dodue dans le jardin, jusqu'à sa transformation en un snack incroyable, croquant et sain, qui vous régalera tout au long du long hiver. Comme vous avez pu le constater, cette méthode de la courge fermentée n'est absolument pas de la sorcellerie compliquée. C'est juste de la biochimie simple et accessible à tous, directement dans votre cuisine. Pas besoin d'équipement spécial, ni d'ingrédients rares. La chose la plus importante que je vous demande, c'est l'attention aux détails. Une propreté impeccable, le bon dosage de sel et, bien sûr, un peu de patience pour laisser la nature faire son travail. Maintenant, vous pouvez définitivement oublier les courges qui pourrissent sous le lit ou sur le balcon. Vous avez désormais dans votre arsenal une méthode fiable et éprouvée pour conserver 100% de votre récolte et la transformer en un véritable délice. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la toute fin. J'espère sincèrement que cette recette vous a été utile et intéressante. Si c'est le cas, la meilleure façon de me remercier est de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous absolument à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes nouveaux secrets de jardinage et recettes testées et approuvées. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Dites-moi, comment conservez-vous vos courges ? Avez-vous déjà été confronté au problème de la pourriture ? Peut-être avez-vous des méthodes familiales secrètes ? Partagez votre expérience inestimable dans les commentaires, cela me ferait énormément plaisir de vous lire et d'en discuter avec vous. À très bientôt.